Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un débat un peu particulier, puisque le but de ce débat, ça va être de parler de Sony et de Nintendo en général, et ne pas spécifier une console en particulier. C'est-à-dire, on va essayer de développer l'argumentaire commercial des deux sociétés, et puis on va essayer de comparer malgré tout, puisqu'on va devoir évidemment parler des machines, de comparer pas forcément la puissance, parce que là, à mon avis, il n'y aura pas de débat. Et je vous explique ce qui se passe pendant cette émission. J'ai lancé un chat écrit en même temps avec deux copains qui vont sûrement m'apporter des informations complémentaires, parce que je ne connais pas tout, même si on essaye. Modestement. Et puis, malheureusement, on les aura pas en audio, puisqu'ils ne sont pas près de chez moi, et que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour pouvoir converser. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette émission, d'abord simplement parce que j'ai eu la chance de tester une Wii U il n'y a pas longtemps, ce qui m'a encouragé à en acheter une. Et puis, j'ai eu cette discussion justement avec un des deux copains qui, lui, en a acheté une depuis très longtemps. Et il est très heureux, mais je ne désespère pas de l'avoir en live un jour, parce qu'il est vraiment passionné, quoi. Et ça se sent, donc il a des bonnes sorties, ça peut être assez vivace. Donc voilà, et j'ai un peu changé d'avis, comme je vous le disais dans la bande-annonce, d'un point de vue global et général sur la console en elle-même, même si j'ai des a priori qui ne sont pas complètement tombés. Et puis, j'avais envie de parler de Sony, de la politique générale de Sony, que je trouve assez limite en règle générale. Je trouve ça, comme je l'expliquais, on nous prend un peu pour des tiroirs-caisses. Et que, voilà, je soutiens simplement l'idée que Nintendo, par exemple, au niveau de la rétrocompatibilité des jeux, donc des jeux, oui, qui sont adaptables sur Wii U, ils auraient des choses à apprendre à Sony, même si c'est volontaire de la part de Sony. Il faut comprendre aussi la politique générale de Sony dans son ensemble, c'est-à-dire tout est calculé, les ruptures de stock sur les PS4, c'était calculé à l'avance, et ça je peux vous le dire, puisque modestement, on bosse un peu avec eux, parce que dans mon métier professionnel, je connais leur méthode, voilà. Donc c'est très très compliqué de trouver un positionnement, parce que personnellement, moi pour un passionné comme moi de jeux vidéo, on est un peu déchiré, parce que j'ai connu la PlayStation à ses débuts. J'ai trouvé ça absolument formidable, la PS2 aussi, et puis la PS1, encore une fois, sans faire de fixation sur Final Fantasy VII, je suis tombé amoureux immédiatement. Il faut savoir d'ailleurs, pour la petite anecdote, au moment où la PS1 était sortie au Japon, je pense qu'Angel ne contriera pas là-dessus, il y a eu une rupture de stock au Japon au moment de la sortie de Final Fantasy VII. Donc c'est bien la preuve que les Japonais sont amoureux de la qualité. Voilà. Mais alors globalement, je trouve que Sony, dans les développements des jeux, par rapport à Nintendo, il n'y a pas vraiment d'exclusivité. Je pense qu'il y a un constat tout simple. Christophe, peut-être tu veux rebondir là-dessus, mais on en parlait l'autre soir, et je lui expliquais très bien, il avait l'air plutôt d'accord, Christophe, je pense, qu'au niveau des jeux, eh bien, il y avait quand même pas mal de nouveautés qui sortaient sur les consoles en simultané, que ce soit sur Xbox 360, sur PS3 et sur PS4, alors que sur Nintendo, jusqu'à preuve du contraire, si on veut jouer à Mario, si on veut jouer à Zelda, ou même si on veut jouer à Donkey Kong, il n'y a qu'une seule firme, il n'y a qu'une seule marque, c'est Nintendo, et qu'évidemment, il ne s'agit pas encore une fois de comparer le graphique. Et si on a la chance de vous avoir en live ou en chat, je précise tout de suite que le but de cette intervention et que le but de l'émission en général, c'est pas d'opposer les consoles entre elles. Voilà. C'est pas de dire oui mais Sony est mieux, oui mais t'es de la merde parce que t'aimes bien la Wii U, excusez-moi le terme. Le but c'est de comprendre la politique globale. Enfin, c'est d'essayer d'approfondir un peu le débat. Voilà. Donc peut-être que Christophe veut en dire un mot pour lancer le sujet. J'attends la phrase. Alors Christophe, il a un peu de mal à lancer la question en fait, mais
Jean-Angel qui pose effectivement les bonnes questions, enfin qui pose les bonnes questions, les bonnes affirmations, en expliquant en fait que Squaresoft a développé son business autour de FF7. Et oui, le jeu est sorti tout à fait en 97, ouais, tout à fait, enfin en 97. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, sur Final Fantasy VII, j'ai un copain qui l'a terminé en japonais. Alors, ça paraît pas si difficile que ça, mais si en fait. C'est que à un moment donné, il faut trouver la lunette harpe. Il faut faire ça dans les fouilles. Et il y a un seul endroit précis où on peut choper la lunette harpe pour passer la forêt. Et eh bien, en japonais, c'est pas évident à avoir les informations. Et lui, il l'a terminé. Et en plus, il était bon en cours, ce salaud. Donc, nous, on avait une théorie. On pouvait pas être bon en jeu vidéo et en cours. À l'époque, on était aussi cultivé que Nagui. Et on savait pas forcément que le jeu vidéo, ça développait le cerveau. On avait l'impression d'être intelligent. Déjà, à la base, on savait pas grand-chose. Mais là, ça m'a impressionné. Et puis, il y a Christophe qui... Oui, voilà, alors, par exemple, il parle de Mario sur Wii U. Alors, Christophe, Mario sur Wii U, il y en a eu beaucoup, déjà. Et moi, j'aime bien, puisqu'on parle de Mario, là, à propos de Mario, j'aime bien le côté rétro, mais qui essaye de s'adapter un peu à la 3D, quoi. Et je trouve que ça aurait pu se casser la gueule. Bon, moi, je trouve qu'on le souligne pas assez. Ils ont pris des risques, quand même. Ils ont pris des risques, et ça me permettra de rebondir sur Final Fantasy VII avec mon autre copain. Et ils ont pris des risques parce que passer de la 2D à la 3D, c'est pas évident. On peut citer quantité de jeux qui se sont bien ramassés et qui n'ont pas du tout supporté la transition. Par exemple, Sonic, pour parler de Sega, même si c'est pas le sujet du jour, il n'a pas du tout supporté la transition, quoi. Les caméras étaient très mal gérées, etc. Là, franchement, Mario, pour avoir testé le Mario Bros, alors je parle des adaptations en général, on va pas faire une fixation que sur la Wii U, mais les adaptations en général, que ce soit sur DS, DS 2D, DS 3D, etc., moi je trouve qu'elles sont assez fidèles, qu'on retrouve le côté fun de Mario, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Christophe, et puis, eh bien qu'on peut, voilà, quoi, que la transition s'est bien faite. Et pour Final Fantasy VII, je termine là-dessus, après on continuera à parler de Mario si tu veux, Christophe. Pour Final Fantasy VII, je crains que Squaresoft, que Square Enix maintenant, ait un peu ait peur de la réaction des fans de la première heure, dont je fais partie modestement, comme beaucoup, comme des millions de gamers et de fans de RPG. RPG, c'est Role Playing Game, donc jeu de rôle, voilà. Et ils ont peur parce que le problème, c'est que on n'arrivera jamais à retrouver exactement la même ambiance, exactement le même type graphique, exactement la même chose. Alors, ils avaient fait je sais pas comment on peut appeler ça, un thriller, un teaser, une bande-annonce de FF7, je pense que tu l'as vu sur PS3 à l'époque, quand ils ont commencé à lancer le projet, qui était assez bien réalisé. Mais évidemment, ça c'est juste la bande-annonce, quoi. Maintenant, Final Fantasy VII, quand on voit les développements que ça a demandé, le travail titanesque, l'adapter à des consoles aussi puissantes que maintenant, c'est pas facile. Parce que il y a beaucoup de quêtes, comme je l'expliquais dans une précédente émission, il y a beaucoup de sous-quêtes, il y a beaucoup d'options différentes et énormément de liberté. Et malheureusement, on va dire que certaines équipes dans Square Enix, ça les gens ne le savent peut-être pas forcément, mais Squaresoft a un peu modifié ses équipes au niveau du développement. Donc c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la même approche et les fans, enfin moi en tout cas je parle pour moi, je sais pas si tu es d'accord. Oui voilà, la démo technique, voilà. Je cherchais le mot, mais c'est ça, c'est la démo technique. Qui est très belle hein, d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je la trouve absolument magnifique. Elle est vraiment grandiose quoi. Mais bon, faut pas se laisser griser. Je crois que ça dure à peine une minute, même pas une minute, un peu plus d'une minute, je sais plus, mais enfin dans ces eaux-là.
C'est très beau, mais voilà, moi généralement j'ai tendance à me méfier quand un projet est un peu abandonné comme ça. Il y avait une date à un moment donné, il y avait eu une information sur un site internet sérieux. C'est beaucoup de sites qui vous donnent des informations un peu pourries. Euh, voilà. Puis après, ça a été un petit peu, ça a été ralenti. Et puis le concepteur en fait expliquait que c'est très très compliqué à faire, qu'il veut vraiment être sûr de pas décevoir, enfin de décevoir personne, et que c'est pour ça que le projet a été ralenti. Mais depuis, on n'en entend plus tellement parler, quoi. Enfin, on sait où ça en est, mais ça n'avance plus. C'est ça que je veux dire. Je sais pas ce que tu en penses. Donc voilà, ça c'est pour Final Fantasy. Et alors on va, on va revenir sur Mario parce que Mario, il y a énormément de choses à dire, il y a énormément d'adaptations. Et encore une fois, ils ont pris des risques. Moi, quand je vois la firme Sony aujourd'hui, ils ont eu l'intelligence de sortir, je pense que tu as dû voir ça, la version HD de Final Fantasy X, qui était sortie sur PS2. Ils l'ont adapté sur PS3. Et ça a cartonné. Voilà, ils ont joué sur le côté rétro en améliorant évidemment la qualité d'image. Je pense que tu as eu le temps de voir ça, au moins si tu n'as pas joué, tu as eu le temps de voir l'information. Et ça les a quand même, ça leur a fait du bien. Je mettrais quand même le remake de FF7 en premier. Mais ça, c'est pas parce que je suis un fan inconditionnel de FF7. C'est parce que j'essaie de regarder, on va dire, les chiffres objectivement. Ils savent très très bien qu'ils peuvent en sortir une quantité. Par exemple, je vais peut-être te choquer en disant ça en live, mais tant pis. FF15, qui est prévu, je le rappelle. Alors, c'est pour ça on va vite reprendre la politique générale et globale de Sony là-dessus. FF15, il est prévu quand même pour 2022. Hein, et j'y attends pas grand-chose. Je veux dire, j'ai vu graphiquement, c'est très beau. Mais si c'est comme le 13, ça m'intéresse moyennement, parce que, comme je l'ai dit dans une précédente émission, le 13, c'est quand même, voilà, d'un point de vue liberté, c'est quand même assez linéaire, quoi. On se tape des couloirs, on avance tout droit. Moi, j'ai rien contre ce concept-là, mais pas dans un RPG, quoi. Un RPG, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la première qualité d'un RPG, c'est de te laisser une liberté de mouvement et de déplacement. Et on avait ça, encore une fois, dans les premiers finales. Et ensuite, comme je l'ai plus ou moins décrit avec un copain, je suis pas fan de la nouvelle option combat. Je trouve que les tactiques c'est pas mal, mais je suis pas fan des nouvelles options combat de Final Fantasy où t'as des flashs qui partent partout, les persos se développent, partent à gauche, à droite, etc. Moi, j'aime bien les trucs esthétiques. Voilà, j'aime bien les beaux décors en 3D derrière, avec même des gars en 2D posés devant, ça me gêne pas. Et un truc vraiment esthétique, vraiment bien fait, où on s'occupe du scénario aussi, parce que j'ai peur, moi aussi, un peu que Final Fantasy, même si c'est devenu une marque, et c'est logique, j'ai peur qu'il laisse un peu tomber les scénarios. Hein. Si tu regardes bien, par rapport au 7 ou au 8, à l'ancienne, à mon avis. Donc là, il nous dit effectivement, c'est sûr qu'un FF à l'ancienne, ça nous manque. Alors oui, ça nous manque, mais je pense pas que ce soit vraiment le côté rétro pur qui nous manque en fait. Je pense que c'est le côté esprit de Final Fantasy dans son ensemble qui nous manque. Je trouve qu'on retrouve plus la même magie qu'avant. Et encore une fois, on peut mettre de la modernité sans perdre l'esprit de Final Fantasy. Je trouve que, par exemple, les scénarios n'ont plus rien à voir avec ce que c'était avant, quoi. Alors après, t'as beaucoup de gens qui critiquent la PS1 en disant c'est une console dépassée, etc. N'empêche que FF9, quand tu y joues, par rapport à une PS2, tu vois pas forcément la différence. Peut-être au niveau des persos et encore. Mais pour le reste, il y avait quand même une magie. Il y avait quand même une sacrée différence. Même au niveau de FF10, c'était un autre univers, c'était autre chose. À partir du 13, si tu veux, je trouve que le scénario est pas mauvais en soi. Parce que dire que le scénario soit mauvais, c'est ridicule et ça serait pas honnête.
mais c'est devenu plus simpliste. Alors évidemment, comme je l'expliquais, pour moi les invocations c'est magnifique, quoi. On y a perdu et on y a gagné dans un autre sens. J'aurais préféré qu'on fasse les deux en même temps. Alors évidemment, quand tu es assis sur ton canapé, c'est facile de prononcer un verdict sans appel. Mais voilà, moi j'ai l'impression, si tu veux, que ça devient, alors comme je l'expliquais tout à l'heure, avant que je réponde à que je rebondisse sur les informations, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que Final Fantasy, bien sûr, c'est devenu une marque, c'est devenu quelque chose qui aujourd'hui se vend rien qu'au nom, hein, un peu comme les films bankable où t'as des artistes qui viennent et puis hop, ça suffit pour vendre la chose. Bien sûr, et ça peut être mérité. Encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer Final Fantasy dans son ensemble, parce que j'ai connu Final Fantasy, j'ai connu le premier jusqu'au dernier, enfin presque. Donc je respecte ça. J'ai même, pour la petite information, j'ai même le DVD concert de Final Fantasy The Distance, la tournée mondiale qui a été faite. Et ensuite, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il profite justement un peu trop de la licence Final Fantasy. C'est-à-dire, il tire vraiment le truc jusqu'au bout. Et c'est trop, quoi. C'est trop, je trouve qu'on y perd. Et alors, là, on est en train de parler du scénario du 13. Oui, alors, le scénario est simpliste. Enfin, le scénario du 13 est simpliste. Ouais, il y a un scénario, quoi. Faut pas dire que c'est vide non plus. Mais à mon avis, tu vois, on en revient à ce qu'on se disait, on va dire, tout à l'heure. C'est qu'ils ont privilégié le côté graphique, encore une fois, le côté vidéo, le côté j'en mets plein la vue, et ils ont un peu laissé tomber le côté atmosphère et scénaristique. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent le contraire, qu'ils te mettent un peu plus de modernité, parce qu'il faut pas non plus, quand tu achètes une console, que tu retrouves exactement les mêmes graphiques que sur une PS1, ce serait pas, voilà. Les gens achètent une nouvelle console, une machine, c'est pour avoir une différence graphique, et Sony se fout de notre gueule aussi là-dessus. Enfin, je veux dire, on va développer la chose, mais on va juste terminer sur Final Fantasy. Donc voilà, et la différence, on la voit presque trop graphiquement, et malheureusement, on la sent un petit peu aussi d'un point de vue scénario, quoi. Donc on est un peu déçu. Enfin, moi, je parle de mon expérience personnelle, modestement, qui ai connu Final Fantasy, encore une fois, depuis pas mal d'années. Voilà, je préfère moi, honnêtement, je préfère moins un FF7 sur PS1, par exemple, que Final Fantasy 12, ou même 13, même si encore une fois, graphiquement, tu peux pas comparer graphiquement, mais dans la globalité, dans l'intérêt général qu'on peut avoir, si tu me demandes de choisir entre un FF7 sur PS1 et un FF13 sur PS3, je prends le FF7, bien sûr, mais sans hésiter, quoi. Enfin, je pense qu'on est quand même une grande partie à penser pareil. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Non, mais oui, bon, si tu vois, mais alors là, il y a le copain qui est en train de me dire que dans FF13, il y a plus de couloirs, et puis il y a plus de couloirs évidemment, puisqu'on avance tout droit tout le temps, et puis il y a plus de magasins. Bah alors, je suis pas convaincu qu'il y ait plus de shops que ça dans le 13. Si tu fais le calcul, quand tu te développes dans le 7, euh, évidemment pas au début. C'est sûr que par rapport au début, bon, la différence, tu la sens pas trop, parce que comme dans tous les RPG, il faut un minimum de temps de jeu pour gagner de la liberté. Mais c'était ça le principe, encore une fois, dans les FF ou même dans les RPG en règle générale, tu dois gagner de la liberté au fur et à mesure que tu avances dans les temps de jeu. Et là, j'ai pas l'impression que tu gagnes de la liberté au fur et à mesure que tu avances dans les temps de jeu du 13, quoi. Il y a peut-être vers la fin, il y a une plaine où il y a un peu plus de champs, mais t'as pas véritablement
de grands espaces où tu peux aller à gauche, à droite, à un moment donné, tu es un peu libre de tes mouvements, quoi. Tu as l'impression d'être un peu en prison constamment. Et par rapport au nombre de boutiques dans le 13, ouais, il y en a un peu. Mais, bien sûr, il y en a un peu, heureusement. Mais il y en a moins que dans le 7. Je pense que dans le 7, c'est vraiment la liberté absolue. Et tu sais, j'ai pour changer de sujet, vraiment 2 secondes, j'ai vu une émission radio que je t'encourage à voir si tu aimes bien les petites interventions de notre copain Éric Zemmour, où il expliquait en fait, il avait eu une discussion avec Nolo quand il bossait à On n'est pas couché. Je vais te raconter cette petite anecdote, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et que, en fait, Nolo avait eu un mot délicieux, c'est ces termes, hein, et que l'invité lui demandait mais pourquoi est-ce que Zemmour est si méchant avec les écrivains ou les gens qui écrivent des livres, on n'est pas couché. Et Nolo expliquait très bien que Zemmour, depuis qu'il est tout petit, il a toujours lu des grands écrivains. Toujours lu des grands écrivains. Donc évidemment, quand on lui présente un travail un peu moins bon que les grands écrivains qu'il a l'habitude de lire, eh bien ça lui plaît pas. Et moi je suis pas tout à fait au niveau, donc ça me plaît, si tu veux, mais ça me plaît moyennement. Voilà, ça me plaît moyennement. Maintenant c'est peut-être le fait que je sois vraiment un fan de la première heure. Oui, oui. Ah, qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. J'avais compris le contraire, effectivement. Ouais. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais il y en a moins. Voilà, c'est ça, le truc, quoi. Il y en a moins, mais comme tout, c'est-à-dire il y a moins de liberté, il y a moins de musique aussi, parce que les musiques du 13, franchement, c'est pas mal, hein. Mais je trouve que d'un point de vue musique, c'est aussi important l'ambiance. Eh bien, musicalement, on retrouve moins de thèmes variés, il y a moins de thèmes différents, c'est moins personnalisé, quoi. Voilà. Et puis, c'est pareil, les gros boss, ou du moins le méchant charismatique comme Sephiroth, t'en as qu'un et t'en auras qu'un, à mon avis. Hein. C'est un pur avis là-dessus. Donc, encore une fois, Sony, ils ont des politiques. Alors, pour revenir au sujet plus global, parce qu'on a vraiment fait une grosse parenthèse sur FF7, donc ça peut se développer, hein. Mais on va faire on va parler plus globalement maintenant. Ce qui se passe avec Sony, alors comme je vous l'expliquais, moi au départ, j'ai toujours soutenu la PlayStation et je continuerai à la soutenir, je précise bien. Hein. C'est très important de le préciser, même si elle n'a pas besoin de moi encore une fois. Mais moi, ce que je dénonce, c'est la politique générale et la vision tiroir-caisse de Sony. Parce que, évidemment, on peut toujours faire moins pour faire plus de profit, et c'est un peu, à mon avis, ce que je ressens, et ce que ressentent pas mal d'auditeurs, de gamers, ou même de consommateurs. Par exemple, quand ils ont lancé, moi qui ai une petite expérience du métier dans le domaine, quand ils ont lancé la date de parution, ou du moins de sortie de la PS4, alors il y avait eu des vidéos préventives, on appelle ça, des interventions pour assurer les pauvres commerçants, parce qu'évidemment, comme c'est une chaîne libre, entre guillemets, on va pouvoir citer des marques, c'est pas Amazon qui allait s'inquiéter, ou même la Fnac qui allait en avoir une certaine quantité, mais enfin, les petits revendeurs, eux, ont l'habitude de ce genre de déclarations préventives. D'ailleurs, j'ai souvent tendance à dire que les déclarations préventives comme ça, il faut vous inquiéter. Plus le grossiste ou le fabricant vous dit « T'inquiète pas, t'auras tes machines, ça sera arrivé à la date prévue, etc. » C'est là où il faut vraiment commencer à se dire « Il va y avoir un problème. » Mais ils avaient déjà, évidemment, calculé leur coût. Donc ça met, entre guillemets, excusez-moi de ce mot un peu trivial, ça met tout le monde dans la merde, parce que vous prenez des engagements auprès de clients, auprès de boutiques pour ceux qui sont grossistes, et on est tous un peu dans le même bateau, que ce soit dans le manga, dans l'animé ou dans le jeu vidéo, c'est le même principe pour tout le monde. Donc on arrive à un point où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'autant que d'autres
ont plutôt assez bien géré les sorties. Par rapport à, pour en revenir à Nintendo, Nintendo a, à mon avis, beaucoup mieux géré ses stocks. Et son implantation, d'ailleurs, sur le territoire était beaucoup plus équilibrée, parce qu'il y a de ça aussi. Hein, ils disent, on a essayé de livrer tout le monde, vous inquiétez pas, vous aurez vos machines à la date, faut juste vous y prendre à l'avance, etc. Mais tout ça, c'est du pipeau, comme on dit. Hein. C'est vraiment du pipeau. Donc, et là, vraiment, Nintendo a vraiment, à mon avis, été supérieur à Sony d'un point de vue distribution sur le territoire. D'ailleurs, on peut facilement le prouver. Il y a beaucoup moins de gens qui se plaignent de ne pas avoir eu leur Wii U que de gens qui se plaignent. Il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent de ne pas avoir eu leur PS4. Et puis, comme toutes les nouvelles machines, il y a eu des défauts. Hein. Je pense que vous êtes au courant. Il suffit de voir un petit peu les différentes vidéos sur la PS4 qui circulent sur Internet. Très souvent, d'ailleurs, ça a été les défauts de ces consoles-là. C'est des consoles qui ont été achetées sur le site Amazon. Alors, je ne sais pas si ça vient directement de Amazon, je pense pas. Je pense que ça vient du fabricant lui-même. Et puis alors, on va parler spécifiquement, encore une fois, pas de la puissance de la machine, mais des différentes options. Et là, les différentes options, quand on y réfléchit bien et qu'on regarde bien, alors, c'est vrai que dernièrement, il y a un copain qui m'a confirmé, hein, Christophe, je pense que tu es toujours avec nous, que la dernière mise à jour de la PS4 permettait enfin de lire du MP3 et de regarder des clips vidéo sur une clé USB, sur son disque dur tout simplement, sur sa PS4. Mais il m'a dit, pour la vidéo, il faut voir le type de fichier, il reste à confirmer. Enfin, hein, plus de presque un an après, quoi. Donc c'est pas trop tôt. Mais alors voilà, moi je pense, par exemple, on a parlé de la rétrocompatibilité des jeux, il y a vraiment du foutage de gueule, quoi. Quand vous mettez Battlefield 4, la version PS3 sur la PS4 et qu'on vous explique avec un gentil message que c'est pas compatible, mais qu'en rajoutant du fric, grosso modo, tu peux rendre la chose compatible. Voilà, alors encore une fois, on n'est pas obligé de le faire, c'est vrai. Après tout, si tu veux vendre la PS4 et tu penses au profit, vaut mieux rendre tes jeux compatibles que sur PS4. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Comme je l'expliquais dans une précédente émission, même les jeux PS1 qui étaient compatibles sur la PS3 ne sont plus compatibles sur la PS4. Même ça, tu n'y as plus droit. Alors, bon, voilà. Alors que bon, Nintendo, d'un point de vue rapport qualité-prix, ça c'est un avis purement personnel, ils ont quand même des prix un peu plus bas et je trouve que c'est des prix qui se justifient un peu plus. Par exemple, on peut parler 2 secondes de la compatibilité. Je crois que les manettes GameCube c'est compatible sur la Wii U. Il me semble que quasiment tout est compatible en fait. Voilà. Tous les jeux, en tout cas tous les jeux Wii sont compatibles sur la Wii U. Tous, il n'y en a pas un qui ne l'est pas. Donc ça, c'est quand même un point très important. Un autre point très important aussi, on en parlait avant de développer Final Fantasy VII plus spécifiquement, plus important, c'est évidemment les jeux proprement dits, l'identité des jeux, c'est quand même quelque chose qui compte. Donc voilà, je pense que Sony là est enfermé dans une espèce de course comment dire, à la modernité du jeu et qui fait qu'on perd un peu en gamme. Voilà. Et ils perdent un peu pour moi l'esprit du jeu vidéo en ce moment, même si c'est très beau. Hein. Encore une fois, comparer les deux machines d'un simple point de vue puissance, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de voir les différences. Et moi, je suis séduit, vraiment séduit par la différence de Nintendo. Sinon, j'aurais pas lancé cette émission. Je trouve que Nintendo a vraiment un potentiel encore très très important et qui se développe. Moi, j'adore l'univers de Zelda, par exemple. Encore une fois, c'est très important l'ambiance dans tous les sujets, c'est très important. Et moi, j'adore l'univers de Zelda, Mario, j'adore ça. Et autant j'adore Soul Calibur aussi, puisque j'en ai parlé encore une fois dans une précédente émission, autant je suis pas forcément fan de Soul Calibur sur Nintendo. Voilà. Alors après que Nintendo fasse comme les autres et sorte, entre guillemets, des jeux en commun, donc des jeux à licence, ou même des Dragon Ball ou des Dragon Ball Z, mais par exemple, sur Wii,
On parle de la première Wii, hein, là. On parle de la première Wii. Moi, j'avais Dragon Ball sur Wii, et j'ai trouvé ce jeu très bien. Très bien, pas prise de tête, vous avancez, les musiques, ça va, c'est assez rythmé, c'est très beau à voir esthétiquement, moi j'adore ça. Voilà, ça résume assez bien la série, en un peu plus court bien sûr, mais ça résume bien. C'est bien fait, ils ont laissé des voix Jap, c'est assez rare. Et Dragon Ball, apparemment, celui-là en tout cas en particulier, il n'est pas sorti sur une autre console que sur la Wii par exemple. Pourtant Dragon Ball, c'est la licence que toutes les consoles ont quasiment, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment il y a une perte d'identité de Sony. Voilà, c'est ça que je reproche. Sony, il y a une perte d'identité et il y a un côté business un peu plus développé que Nintendo, parce que Nintendo ils sont pas idiots. Et par rapport à la petite bande-annonce que j'avais faite précédemment dans l'émission, j'avais expliqué que Nintendo à un moment donné ils étaient mal parce que ils ont du mal à passer au CD, en fait, au support CD. Et ils étaient encore à la cartouche à l'époque où Sony parlait déjà de sortir sa PlayStation. Et il y avait Sega qui, pour parler de Sega aussi 2 minutes, parce qu'on peut très bien introduire Sega dans le débat, hein, pourquoi pas. À l'époque, ils ont sorti la fameuse Dreamcast. Alors la Dreamcast, ça les a coulés. Mais paradoxalement, la Dreamcast, pour moi, c'était pas une mauvaise machine. C'était une machine tout à fait valable. Il y avait des jeux d'ailleurs de très bonne qualité et au Japon, ça s'est assez vite développé. Le problème, c'est pas la capacité de la machine, c'est vraiment l'endurance de la machine qui était vraiment toute pourrie, quoi. Vous la faisiez tomber une fois par terre, c'était terminé. Vous pouviez en racheter une et ça coûtait relativement, c'était un prix correct, mais ça coûtait quand même assez cher. Voilà. Donc, et par rapport à ça, justement, Nintendo, eh bien, ils ont toujours eu des machines, jusqu'à preuve du contraire, qui ont résisté au choc et qui sont vraiment intéressantes. De ce point de vue-là, vous la faites tomber 3, 4, 5 fois. Alors évidemment, si vous la faites tomber du 5e étage, elle va se couper en deux. Mais si elle tombe d'une table, à mon avis, il n'y a pas de risque. Voilà, faut pas vous amuser à faire ça toute la journée, mais j'ai testé, ça m'est arrivé comme tout le monde sans faire exprès. Ça résiste mieux, quoi. Voilà. Par exemple, Sony, pour les PSP, on parle de Sony et Nintendo dans sa globalité, c'est pareil, on peut prendre le cas des PSP de Sony, et on va prendre le cas des DS, ou même des Game Boy Advance, ou des choses comme ça. Alors Sony, vous vendent évidemment des housses de protection pour justifier le fait de ne pas abîmer votre console portable, mais le problème, c'est que même avec ça, vous n'êtes pas sûr qu'elle va survivre. Moi, j'avais une dame qui m'en a acheté une à l'époque, et puis 2 jours après, elle est revenue en acheter une autre parce que le truc était fissuré, alors qu'elle avait acheté des housses de protection et compagnie. Évidemment, elle avait fait tomber du lit qui était superposé. Enfin, il y a une histoire un peu personnelle, mais voilà. Un choc, ça peut arriver, et balancer une console qui vaut quand même un certain prix à cause d'un petit choc, c'est quand même ballot. Donc là, encore une fois, qu'on me dise pas qu'il n'y a pas une idée derrière un peu rentable, pour parler trivialement. Je trouve que c'est un petit peu abusé là-dessus. Et l'esprit du jeu vidéo, c'est encore une fois quelque chose d'important pour moi. Mais peut-être que Christophe n'a pas le même sentiment que moi. Donc Christophe, si tu nous entends, et je sais que tu nous écoutes, tu peux toujours me donner ton opinion personnelle là-dessus. Hein. Faut pas hésiter à parler de Nintendo, parce que, pour vous dire la vérité, l'autre soir, on avait dans l'idée de développer déjà une émission similaire, et on a parlé pendant des heures, mais vraiment des heures, de Nintendo et de Sony dans sa globalité, même si on s'est attaché à la PS4. Et je maintiens toujours que la PS4 est une belle machine, mais que je ne l'ai plus, moi par exemple, j'ai vendu la mienne, parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt par rapport à une PS3. Voilà. Et la PS3, j'adore ça,
mais ils doivent se renouveler un peu. Voilà, moi j'attends vraiment qu'ils sortent un jeu qui marque leur identité vraiment. À l'époque il y avait ça, et c'est pour ça que je n'oppose pas le rétro et le moderne en fait, parce que le rétro ça avait quand même un côté magique et rapide, et assez exceptionnel. Et pour en revenir à Nintendo, faut savoir que ce qui les a sauvés à l'époque, parce que la N64 ça a bien fonctionné, mais ça a bien fonctionné, comme je l'ai dit lors d'une précédente émission, pour GoldenEye et pour Zelda, donc Ocarina of Time et un peu Majora's Mask, en plus Ocarina of Time. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dépassés en fait, parce que déjà il y avait eu des sorties programmées sur PlayStation, des sorties sur Dreamcast ou du moins sur Sega Saturn, etc. À l'époque c'était la Sega Saturn. Donc ils étaient dépassés parce qu'ils sont restés à la cartouche, et ce qui les a sauvés, je termine juste là-dessus Christophe et après on échangera là-dessus, ce qui les a sauvés, c'est la sortie de Pokémon, d'un Pikachu customisé sur la coque de la Nintendo 64. Voilà, c'est ça qui les a sauvés. D'ailleurs, les développeurs du projet ont dit, ah bah ça, c'est bien, il va y avoir du Pokémon sous le sapin, enfin du Pikachu sous le sapin, et ça les a sauvés en grande partie, parce qu'ils n'allaient pas couler, mais enfin bon, ils étaient quand même en difficulté très importante à l'époque. Voilà. Et malheureusement, bah, Sega, vous savez ce qui est arrivé à Sega, ils n'ont pas eu cette chance-là de rebondir au bon moment, et puis maintenant, on sait ce que c'est. Maintenant, il y a Sonic qui est obligé de se prostituer auprès de Mario pour figurer. Bon, c'est bien, hein, finalement, ça peut cohabiter. Mais c'est dommage, voilà, je pense qu'il y a un peu moins de concurrence qu'avant, et la concurrence dans tous les domaines, ça motive. Ça motive l'imagination, ça motive plein de choses, et là on y perd un peu. Alors, c'est vrai que, alors, il y a mon ami Christophe qui me dit qu'au départ, Nintendo, ils ont eu du mal, alors mal ça s'écrit M-A-L, et pas M-A circonflexe L-E, parce que alors là on dirait le mal Nintendo. Alors, moi j'ai été un peu critique avec la Wii, la première Wii au départ. Je vais vous donner mon sentiment. Hein. J'avais l'impression que c'était une GameCube avec des options en plus, quoi, des gadgets en plus. Et puis il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais ça c'est quand même bien vendu, même la Wii U, il me dit en substance qu'il y a eu du mal un peu au début au niveau des ventes et qu'après les ventes sont remontées parce que il m'a soutenu l'autre soir la thèse, qui est peut-être vraie, hein. J'ai pas les chiffres exacts là-dessus, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi, parce que nous quand on cite des chiffres, je les contrôle, moi j'essaie. Donc il me disait l'autre soir que maintenant qu'il y a des jeux entre guillemets, qui commence à sortir sur Wii U, les gens commencent à trouver la console plus acceptable. Plus acceptable et même formidable. Alors, je lui rappellerai très gentiment qu'au départ, il faisait l'éloge de la Xbox One. Vous remarquerez que j'ai attendu quand même, on va dire, allez, même si j'ai pas de chrono, les 2/3 de l'émission pour commencer à prononcer le nom de Xbox One. Parce que on parlait des intérêts commerciaux là-dedans. La Xbox, même la première, même pour regarder un DVD, il fallait acheter une télécommande, quoi, sinon ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire l'option était disponible, mais il fallait quand même acheter la télécommande, ils n'étaient pas capables de créer un bouton pour ça. Et la Xbox One obéit exactement aux mêmes règles, c'est-à-dire un abonnement systématique, même si vous avez Internet, pour vous connecter, il faut vous abonner. Alors au niveau de la puissance, il n'y a même pas à comparer par rapport à une PS4, parce que moi j'ai vu les dispositions techniques des deux machines, c'est le jour et la nuit. Hein. Et voilà, et alors, au niveau des choix des jeux, c'est presque encore pire que sur beaucoup de machines. Donc voilà, et par rapport à la Wii U, comme je l'expliquais, ben, j'ai changé d'avis globalement. Changer d'avis globalement sur cette machine. Il y a, encore une fois, il y a un esprit global qui me plaît beaucoup. Et cette émission, alors je le dis par avance,
Je le dis, avant même que ça se produise, je m'attends à avoir des commentaires du style oui, mais non, mais Nintendo, c'est pas bien, pour pas dire un autre mot, parce que c'est trop vieux, c'est pas adapté, etc. Écoutez, moi je suis pas là, encore une fois, vraiment, c'est ce que j'ai dit en tout début d'émission, mais je vous le redis, on n'est vraiment pas là pour opposer, que ça soit les sociétés, les consoles entre eux, et surtout les gens entre eux. Parce que je fais une simple, je ne veux pas être moralisateur, hein, mais là c'est dans un comportement global, je fais une simple observation. Moi, comme dans tous les sujets, comme tous les passionnés, comme vous l'êtes sûrement, je regarde des vidéos et parfois il m'arrive de lire les commentaires. Et quand je vois des gens qui s'insultent carrément avec des mots encore un peu plus fleuris, un peu plus poussés que ceux que je viens d'employer, tout simplement parce qu'il y en a un qui préfère une machine plutôt que l'autre, je trouve ça puéril, ridicule et, pour dire la vérité, complètement débile. Voilà. Je pense que le jeu vidéo, ça s'adresse à tout le monde, et que Nintendo, ils ont toujours eu leurs fans, ils auront leurs fans jusqu'au bout, et que Sony, ils n'ont pas besoin de moi d'ailleurs, et que c'est aussi une très belle machine. Donc il ne faut pas essayer tout le temps de s'opposer les uns aux autres, ça n'apporte rien du tout. Au contraire, vous pouvez participer, vous pouvez laisser des commentaires, vous faites ce que vous voulez. Internet est une liberté pour chaque individu. Mais essayez quand même de laisser des commentaires constructifs, quoi. Toujours critiquer l'autre en disant oui mais ça c'est mieux, oui mais ça c'est mieux, mais on trouvera toujours mieux. Mais n'empêche que Sony, si on regarde bien, en tout cas d'un point de vue prix, moi j'en ai plus pour mon argent face à une Wii U. Et alors je sais pas si cette phrase vous allez la trouver provocante, mais moi, si on me demande à choisir entre une PS4 aujourd'hui, au niveau des choix des jeux, au niveau de ce qu'on propose sur la PS4, et si on me demande à choisir entre une Wii U et que j'ai une trentaine de jeux Wii chez moi, eh ben je vais préférer prendre ma Wii U, quoi. Mais sûr. Et tu parles de Nintendo, hein, quand tu dis ça, il parle de console familiale. Oui, c'est vrai que dans le débat l'autre soir, on parlait de Nintendo en disant voilà, l'esprit famille est conservé. Et mais Sony pourrait très bien te rétorquer, hein, Christophe, que l'esprit gamers fait partie des réseaux aujourd'hui. Et que eux, eh bien, eux, ils s'adressent à une plus large communauté qui sont la communauté des gamers en règle générale, dans tous les jeux, dans tous les domaines. Mais c'est vrai que le premier cercle, généralement, c'est le cercle famille. Moi, pour parler de la première Nintendo, mes parents ont commencé à craquer un peu, enfin, surtout mon père à l'époque, pour parler 2 secondes de choses un peu personnelles, il a craqué un peu sur Mario, quoi. Alors qu'avant, il y avait une espèce une ignorance de génération. Je ne vais pas dire un conflit de génération, je n'étais pas en conflit par rapport à ça, il me laissait faire mon truc de mon côté. Mais enfin, mes 7-8 ans, c'était ça, quoi. Et c'est ce qui les a un petit peu ouverts au niveau du jeu vidéo. Et encore une fois, ça développe aussi des réflexes dédicaces. D'ailleurs, on fera ce qu'on appelle un rolling gag. J'ai décidé, un peu comme ça à la vite, de faire une petite dédicace à Nagui à chaque fois sur le jeu vidéo. Donc on va avoir, on espère, un débat constructif, et puis une analyse du moins, ou un point de vue, et on fera une petite dédicace, un petit « Je te salue Nagui », et tout le monde comprendra d'où ça vient et pourquoi, parce que je ne me lasse pas de ces certitudes basées sur aucun fait, encore une fois. Et voilà, c'est ridicule, autant en rire, vaut mieux en rire qu'en pleurer, et donc on va faire une petite dédicace à Nagui, et si tu n'oublies pas les paroles, n'oublie pas les miennes, n'est-ce pas? Voilà, mais oui, donc ça a été vraiment le premier jeu qui a ouvert l'esprit, on va dire, à certaines personnes un peu réfractaires sur le jeu vidéo. Et ça, c'est Nintendo qui l'a fait. C'est Nintendo qui l'a fait. Je veux dire, Sonic à l'époque, c'était fantastique, c'était merveilleux. J'étais un fan. Pardon. J'étais un fan de Sonic, mais il faut quand même reconnaître, globalement, je pense que vous avez aussi des parents, ils ont touché avant tout à Mario plutôt qu'à Sonic. Voilà. Donc il faut rendre à Nintendo ce qui appartient à Nintendo. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier d'où part le jeu vidéo. Et encore une fois,
Ça a l'air facile de passer de la 2D comme ça, de passer d'un truc rétro à la 3D, mais il y en a d'autres qui se sont bien éclatés. Et eh bien, il faut quand même reconnaître la prouesse technique, quoi. Quand on voit les Mario aujourd'hui qui sont en 3D, qui sont parfaitement gérés, que ce soit sur des consoles portables ou autres, ils ont quand même un savoir-faire Nintendo qui n'est pas à remettre en question là-dessus. Alors on peut aimer le graphisme ou pas, je suis pas là pour dire que les graphismes de Nintendo sont d'une complexité incroyable, mais encore une fois, moi je préfère un truc moins complexe qui est son fun, et puis c'est très beau, c'est très esthétique, Nintendo. Voilà. Mais alors pour parler de Sony, pour contrebalancer et pour critiquer un petit peu, il y a, je pense, vous avez vu, moi je m'intéresse un peu au RPG et à l'animé, donc forcément je suis au courant de la sortie de Dragon Quest. Je pense que tout le monde connaît Dragon Quest, alors le titre en français c'est Fly, hein, le générique Bernard Binet. Donc Dragon Quest, j'ai vu les vidéos. Alors il est très beau, tout ce qu'on veut, mais alors encore une fois, il n'y a aucune différence entre la PS3 et la PS4. S'il faut acheter un écran qui vaut 2000 euros, ou voire même plus, pour avoir une petite différence graphique, ça m'intéresse pas. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc encore une fois, on me demande de choisir entre une Wii U et une PS4. Je maintiens, je vous le dis, je maintiens mon choix. Je préfère une Wii U. Et donc je préfère, après cette petite émission qui a parlé vraiment, alors, très largement, je ne pensais pas parler d'autant de sujets, mais quand on est lancé, on pense à quelque chose, on parle du sujet, et puis après c'est pas évident, vous savez, quand on est en radio, surtout en live comme ça, de pouvoir revenir sur le sujet précédent, parce que j'ai deux copains qui sont très contents de pouvoir de pouvoir participer, je suis très content. Et c'est d'ailleurs, j'ai un petit message à passer à YouTube, ou du moins à Google+, puisque on diffuse cette émission par Google+. Si vous pouvez lancer un système avec, quand on invite des personnes au chat, si vous pouvez lancer un système comme Skype l'a fait pour un échange en dial, en audio simultané, ça nous arrangerait. Parce que, on va pas dire que j'ai un plan d'émission, mais j'ai une idée de ce que je veux dire, moi, à mes auditeurs et à mes abonnés. Je m'adresse à vous, hein, à vous je m'adresse. C'est très compliqué quand on commence à développer un sujet, qu'on répond à un argumentaire ou à une observation ou à une question, de pouvoir ensuite reprendre le fil de son intervention et de revenir sur le sujet, parce que voilà, c'est comme modestement quand on fait une réunion ou un colloque, quand on généralement on écoute et on prolonge son idée. Et c'est très compliqué et c'est très frustrant en plus pour ceux qui j'imagine, hein, Christophe, je suis désolé. Et, par exemple, Christophe, c'est très compliqué parce qu'ils ont envie d'intervenir aussi, ils ont envie de le dire en live, ils peuvent pas, ils sont obligés d'écrire. Donc moi c'est plus facile, mais encore une fois, moi ça me coupe aussi dans mon développement. Mais c'est convivial et je préfère la convivialité, même si voilà. C'est un peu compliqué et ça rallonge un peu. Après tout, c'est un test. Hein. On verra bien ce que ça donne. J'essaierai de pas trop couper. Comme je l'ai expliqué, j'aime pas trop la censure. Mais voilà, donc pour moi, je vais demander un avis général aux copains qui sont en ligne. Alors, eh bien, le premier, celui qui veut laisser son commentaire, je vais poser simplement la question. Si vous deviez, vous, je ne parle pas de moi, je parle de vous, choisir entre une PS4 et une Wii U, laquelle des deux machines vous choisiriez, par exemple? Alors, il y a Christophe qui me dit, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ça nous laisse des temps d'attente au niveau des réponses qui sont assez monstrueuses. Vraiment, franchement, faites quelque chose pour qu'on ait vraiment un audio en direct et en live. Faites ça, s'il vous plaît. Alors, pour Christophe, c'est la Wii U. Et pour mon autre copain, alors, il est un peu plus réservé dans sa réponse, en fait. Il dit qu'il choisirait la Wii U,
pour cette année. Et qu'après, peut-être, il réviserait son jugement en gros dans les prochains mois. Alors c'est sûr que il faut jamais juger complètement une console. Je pense que la PS4 a de l'avenir quand même. Hein. J'ai toujours dit. Hein. Moi, j'ai toujours dit que c'était une belle machine. Mais il pourrait faire mieux. Il pourrait faire plus encore une fois. Voilà. Et là, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas vraiment. Alors, il pourrait me renverser l'argument en disant la Wii U, je suis pas sûr que les DVD ça passe. Voilà. On pourrait leur dire que vu que c'est une console de dernière génération, on pourrait quand même s'attendre, même si c'est gadget, à avoir une lecture des DVD en 3D, qui n'est pas encore le cas et qui ne sera pas le cas à mon avis. Mais pour moi, c'est quand même un peu gadget. Alors c'est très utile. Moi, je regarde. Pour la petite anecdote, quand je suis en train de me taper l'intégrale d'Hokuto no Ken, donc de Ken le Survivant sur ma PS3, c'est très agréable de pouvoir regarder un DVD, même si c'est gadget. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fonction première d'une console. Pour moi, la fonction première d'une console, c'est avant tout le jeu vidéo. Et donc, les jeux faits et conçus pour la machine en question, quoi. Voilà. Et les gadgets, c'est bien, les options en plus, c'est très bien. Hein. C'est comme je l'expliquais à Christophe, qui était un peu sceptique là-dessus. J'expliquais que vaut mieux avoir une console branchée et puis pas tout le temps avoir à allumer ton lecteur DVD ou ton lecteur de Blu-ray pour pouvoir regarder ton truc, si tu peux le regarder sur ta console, même si à la base une console c'est pas tellement fait pour ça. Faites attention à pas non plus regarder l'ensemble de votre vidéothèque sur votre console, parce qu'à un moment donné il va y avoir des petits défauts de lecture. Hein. C'est vraiment, ça a été fait en option. Donc c'est solide, ça tient. Mais par exemple, sur les PS3, elles ont tendance à chauffer assez rapidement, surtout les ultra fines. On va utiliser le terme français, parce que j'aime bien de temps en temps utiliser les termes en français. Les ultra fines, c'est un peu le même problème avec les PC. Et moi qui ai fait modestement du montage de PC, c'est-à-dire que plus la coque, plus c'est petit, plus ça chauffe vite. Donc les ventilos, ils sont corrects. Les refroidisseurs, si vous préférez, ils sont corrects dans cette machine, mais ça chauffe quand même. Et ça a tendance un peu à altérer les lectures, spécifiquement des DVD, parce que sur les jeux vidéo, pourquoi? C'est parce qu'il y a un espèce de secours possible pour le jeu vidéo, qui n'est pas possible pour la lecture des DVD, et c'est ce qui explique que ça fatigue un peu plus la tête de lecture par moment. Alors évidemment pas au début, mais si vous vous endormez, comme ça m'est arrivé une fois, en laissant par exemple l'intégrale d'un DVD passer toute la nuit, au bout d'un certain moment donné, si ça chauffe trop, il va y avoir des problèmes de lecture. Mais ça, c'est pas un défaut de la machine, c'est simplement, encore une fois, le système qui a besoin de se reposer de façon aléatoire à un moment donné. Voilà. C'est pas un défaut proprement dit. Ça peut être un défaut, mais dans le cas d'espèce, ils ne pouvaient pas faire autrement. Là, pour le coup, c'est vraiment pas une mauvaise volonté de leur part, c'est pas fait exprès. Voilà. D'ailleurs, faut quand même remarquer que d'un point de vue longévité, il y a quand même des progrès qui ont été faits au niveau des jeux vidéo. Hein. Ça, pour le coup, c'est garanti 2 ans, la plupart des machines, vous le savez, j'imagine, hein, des fabricants, mais ça tient largement plus longtemps. Largement plus longtemps. Et Nintendo, à mon avis, mais ça, c'est pas que mon avis, il y a sûrement, dans la généralité, ils font vraiment des machines. Pour moi, c'est la firme qui a sorti des consoles les plus résistantes au monde. Mais les plus résistantes au monde, pas seulement au niveau des chocs, je parle au niveau du temps de vie. La preuve, c'est qu'il y a des Super Nintendo qui fonctionnent encore très très bien aujourd'hui. Super Nintendo dans les années 90, 91, enfin 80, 91, ce qu'on dit, 90, 91. Hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui et ça tient encore très bien. Il n'y a pas si longtemps, j'avais la première Game Boy. La première Game Boy, c'est encore plus ancien, qui est très bien. Les premières Nintendo fonctionnent encore assez bien. Alors, un peu moins bien que la Super Nintendo, parce que ça vient du système et des connecteurs. Voilà. Ils ont assez vite corrigé ce problème. Mais je pense que là-dessus, il y aurait eu beaucoup à dire. Hein. Je pense que tout le monde a soufflé sur des cartouches Nintendo. Pour ceux qui sont un peu vieux comme moi, vous avez tous un peu soufflé sur les cartouches Nintendo.
jusqu'au mal de crâne pour pouvoir jouer au jeu. Et puis, moi, une fois, ça m'est arrivé, par exemple, j'étais au dernier stage de Castlevania à l'époque, j'étais tout content, et puis ça a planté. Donc là aussi, le progrès n'a pas que des mauvaises choses, hein. On est très content aujourd'hui de pouvoir jouer à ça sans que ça plante. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là l'émission. Émission un peu particulière, hein, puisque vous avez bien compris que j'avais quelques apports d'un point de vue question ou remarque de la part de mes deux copains. J'essaierai de voir comment on peut effectuer un montage à peu près correct, parce que, encore une fois, entre mes réponses, leur relance, on va dire, et puis les développements, j'ai pu me répéter une fois ou deux sur tel ou tel sujet. Enfin, sur la longueur, ça paraît un petit peu normal et humain, donc je m'en excuse par avance. Et encore une fois, je n'ai pas de chrono. Il faudrait vraiment que Google Plus modernise un petit peu ses lives et commence à se dire que il y a certains intervenants, parce que je ne suis pas le seul à essayer de faire de la qualité modestement, j'essaye de produire quelque chose d'acceptable, encore une fois, il faudrait quand même qu'ils commencent un petit peu à réagir et à se dire, bon, il y a la communauté dans sa règle générale, dans son approche globale qui veut vraiment avoir les moyens de ses arguments, quoi. Et là, on est un petit peu... je m'en rends compte maintenant, donc je me permets de faire cette observation pendant le temps d'antenne qui nous est consacré. D'ailleurs, j'ai pas envie non plus de critiquer, de ne faire que critiquer, puisque pour la petite information, il y a quand même 8 heures d'autonomie pour un direct. Mais je ne vais pas vous imposer 8 heures de ma voix tout seul, ça serait barbant. Donc on ne va pas le faire, je vous rassure.